Bonjour tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et salut à tous. Petit débrief hebdomadaire d'une semaine chargée, lourde, dramatique, non mais très dure Ah ouais. quand même, à beaucoup d'égards, à la suite de ce qui s'est passé de ce qui se passe depuis samedi en Israël-Palestine. Hier, Emmanuel Macron a pris la parole, a fait une allocution. Oui, on enregistre, il est vendredi 14h. Oui, exactement. C'est important de le dire, parce que voilà, je ne sais pas quand vous allez le regarder. Mais les choses vont très vite, il se passe beaucoup de choses. Ce matin, un professeur a été assassiné dans un lycée à Arras par un jeune homme apparemment qui aurait dit Allahu Akbar. Voilà. Et puis on annonce pour demain une offensive terrestre de l'armée israélienne au nord de Gaza, avec ordre donné, consigne donnée aux habitants de Gaza de partir et donc de descendre vers le sud de la bande de Gaza. 1 200 000 personnes, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est quand on enregistre, on est à la fois sous le choc de ce qui vient de se passer à Arras, et on n'a pas on ne sait pas comment ça va se passer demain, quoi. Voilà. On ne présume pas que ça va bien se passer, mais voilà. On ne peut pas non plus anticiper. Non, voilà. C'est histoire de dire d'où on parle. À quel moment on parle. Raconte-nous ce que toi tu as retenu de l'allocution, des 10 minutes d'allocution d'Emmanuel Macron. Oui, donc Emmanuel Macron a pris la parole jeudi soir. 4 jours après les événements, l'attaque du Hamas en Israël. Comme d'habitude, les avis ne sont pas unanimes à l'égard de son intervention. J'ai vu que Marine Le Pen a dit que c'était du gloubi-boulga, et puis je ne sais pas trop qui encore, voilà. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une intervention qui était plutôt bienvenue, parce qu'elle redisait la doctrine de la France, c'est-à-dire qu'il faut 2 États. Et qu'il appelait à ce que il n'y ait pas de transposition du conflit en France, et à ce que la République reste unie. J'ai trouvé que ces mots étaient plutôt justes en général, un peu faibles, parce que en dehors de ce constat et de ces vœux qu'on trouve une solution en réaffirmant, parce qu'il réaffirme le droit d'Israël à se défendre, mais l'obligation absolue de respecter le droit international. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez équilibré, assez correct, son intervention. Ceci étant, il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de proposition, il ne nous a pas annoncé une initiative. Il avait vu les chefs de parti dans la matinée avant son intervention. J'ai l'impression que tout le monde a l'air d'acter l'incapacité de la France, voire de la France en Europe, et donc la France est le seul pays européen maintenant au Conseil de sécurité de l'ONU, donc elle pourrait prendre une initiative et se sentir portée par l'Europe. Il n'y a pas d'initiative qui soit prise, qui semble se préparer en ce moment du côté. Alors peut-être il a fait la longue liste de tous ceux avec qui il avait échangé. Y compris au Proche-Orient. Oui, bien sûr. C'est notamment, d'ailleurs, il a pris le temps d'appeler... il a commencé par dire qu'il avait appelé le chef de l'État d'Israël et pas Benjamin Netanyahou. Je pense que cette chose-là a son importance. Et il a, dans la liste des dirigeants qu'il a appelés au Proche-Orient, il a commencé par parler de l'autorité palestinienne avant de citer tous les autres pays avec qui il est rentré en contact. Mais j'ai l'impression qu'on est devant un constat d'impuissance, moi, qui m'a saisi hier soir, c'est-à-dire que entre lui et nous, il n'y a pas de différence, quoi. Hein, je veux dire, tous les deux, on est choqués et désarmés. Alors bon, moi je considère que ce n'est pas une fatalité, c'est une responsabilité qu'il a en tant que chef d'État français, de trouver des moyens,
de trouver les mots justes pour que la France se reconnaisse dans son discours, parce que Emmanuel Macron évidemment porte, s'il est soutenu dans sa présentation et son analyse par le reste des Français, mais qu'il l'envisage même pas. Peut-être il voit que c'est pas possible, hein. Peut-être qu'il a acté que c'était pas possible et donc il raconte pas qu'il va le faire s'il pense qu'il n'y a pas d'espace pour le faire. Et ça me renvoie à nos discussions des semaines précédentes. Moi, ce que je constate, c'est un affaiblissement très très grand finalement de l'Occident dans le concert international. Alors, pour une part, c'est normal parce que l'Occident, c'est pas tout le monde, donc c'est tout à fait légitime que les choses reviennent à leur juste proportion. On pourrait même dire tant mieux. Oui, non, mais je sais pas si c'est tant mieux ou pas. Je veux dire, on n'est que 400 millions sur 7 l'Europe. milliards. L'Europe. Oui, bah, l'Occident, c'est pas que l'Europe. Oui, d'accord. Donc, peu importe. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, surtout, ce que je pense, c'est qu'en fait, on est en train de payer un recul très important de l'influence dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire de l'influence politique, du magistère moral, etc., qui a été mise à mal par de mauvaises pratiques, de mauvaises politiques, et que du coup, ce Sud global est en train de bien se défaire de tout ça, et ça ne se remplace pas par autre chose. Il n'y a pas de magistère moral, ni de Pékin, ni de l'Inde, ni de la Russie, ni de l'Afrique du Sud. Je veux dire, on a des grands pays du Sud qui sont en train d'émerger, mais qui ne portent pas un discours qui permette de relancer une communauté internationale. Et on a l'impression que nous, on acte qu'on n'a plus la main. Tout ça est assez désastreux. Moi, je ne sais pas si j'ai tout à fait la même lecture du discours d'Emmanuel Macron, que j'ai trouvé assez pauvre finalement dans les propositions. Et comme tu dis. Non mais oui, mais même dans les propositions de mots et de vocabulaire et d'empathie et pour dire des grands mots, même en termes de philosophie politique, c'était assez faible. C'est-à-dire que comme tu l'as très bien dit, en fait on aurait dit un commentateur posé, hein, qui fait une allocution mais de la télévision, voilà, qui dit un peu ce qu'il pense. C'est pas très fouillé, mais et c'est balancé, etc. Mais il y a pas de profondeur historique, il y a pas de profondeur philosophique, comme tu dis, il y a aucune volonté en fait de prendre le lead d'un quelconque magistère moral. Et moi c'est-à-dire dire oui, il faut une solution à 2 États, par exemple, on peut s'arrêter là-dessus. Dire il faut une solution à 2 États. C'est assez intéressant parce que moi j'interroge souvent dans la Midinale et depuis maintenant longtemps, depuis 7 ans, des gens sur la question israélo-palestinienne. Je le fais sûrement avec ce qui s'est passé, vu ce qui se passe en ce moment, je me dis peut-être qu'il faudrait que j'interroge encore plus de gens sur cette question. Il aurait fallu que j'interroge plus de gens sur cette question, mais je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que il y a 3-4 ans, j'ai vu un switch de la part des experts de cette question qui avant me défendaient la solution à 2 États, et là tout d'un coup je prends par exemple Dominique Vidal qui est quand même un expert de cette région, qui me disait toujours solution à 2 États dans toute interview, et il y a 3 ans il m'a dit solution à 1 État. Et là genre bon, mais Dominique t'as changé d'avis, etc. Il me dit bah oui. Et là j'ai vu effectivement toute la communauté des experts en fait dire en fait la solution à 2 États on n'y arrivera pas, genre les frontières de ceux qui disent qu'il faut retourner aux frontières de 67 et ça n'a plus tellement de sens, ça n'a plus assez de sens, il s'est passé trop d'années en fait avec cette colonisation, donc il faut aller vers une solution à 1 État qui prendra 30-50 ans, enfin mais c'est ça la nouvelle direction quoi. Et le fait que Emmanuel Macron reprenne cette problématique, c'est pas le seul d'ailleurs, hein, redise en fait la position historique de la France, oui. Qui est celle de solution à 2 États, qui est la position de l'ONU pour moi aussi. Et qui est la position de l'ONU, oui, mais ni l'ONU ni la France, par la voix d'Emmanuel Macron, ni beaucoup de responsables, y compris de gauche, lorsqu'ils disent solution à 2 États, sont en fait à la page en fait de là où on est la lutte pour la reconnaissance en fait du peuple palestinien et de la dignité palestinienne. J'adore Dominique Vidal, je sais pas si non mais je dis pas, il n'y a pas que lui, hein. Oui, c'est beaucoup de gens dans le champ
en fait, qui se sont repositionnés. Après, bon, c'est un débat, mais je te dis juste que dire solution à deux États, comme le dit l'ONU, j'ai interviewé aujourd'hui, donc vendredi, Anwar Abou Aïchek, qui est un ancien ministre de la Culture de l'autorité palestinienne, et il me disait, oui, j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'il fallait un État palestinien, c'est bien. Ça fait 7 ans qu'il est président. Il a fait quoi depuis 7 ans? Oui, tout à fait. Tout le monde dit, l'ONU, ça fait depuis le début, en fait, qu'ils disent qu'il faut un État palestinien et 2 États, blablabla. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Donc, au bout d'un moment, tu vois, je veux dire, c'est sympa, en fait, de réaffirmer. Et en plus, moi, ce qui m'a dérangé c'est le manque d'emphase, en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, il dit État palestinien, mais en même temps, c'est pas le cœur de son propos, tu vois. C'est dit au détour d'une phrase, c'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui on fait de la communication politique, c'est-à-dire que en fait, il y a tous les mots, en fait, qui sont là, les uns derrière les autres, mais globalement, qu'est-ce que tu retiens? D'ailleurs, chacun peut retenir à peu près ce qu'il veut du discours. Si tu l'aimes pas, tu peux dire bah oui, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, et il a pas dit ça, il a pas dit ça. Et, tu vois, c'est-à-dire que il y avait pas de sens, je trouve, à son intervention. Il y avait pas véritablement de sens. Mais après, bon, on va pas non plus ergoter pendant des années. Oui, mais moi, je veux quand même insister sur le fait que j'ai reçu des commentaires des amis, etc. m'ont dit ah, archi nul, ta. Donc du coup, moi, j'étais pas chez moi hier soir. Donc, y compris moi. Voilà. Donc je l'ai écouté en différé là tout à l'heure avant le débrief et moi je n'ai pas ressenti ainsi, et probablement parce que ce que je me dis c'est que c'est quand même mieux d'avoir un président qui dit qu'il faut respecter le droit international, que Israël a droit à la sûreté et les Palestiniens à un État. Moi peut-être qu'il n'a pas l'emphase, il a pas, enfin, tu vois, je veux dire, je préfère que ce soit dit. Faut pas raconter que la France a abandonné les Palestiniens, a abandonné le droit international, s'est rangé du côté du régime fasciste de Netanyahou. Tout ça n'est pas vrai. Et je veux dire, dans des moments où on est en difficulté, s'il y a des atouts, s'il y a des... Ben oui, non, mais c'est sûr que Emmanuel Macron, c'est pas un militant de la cause palestinienne de tous les instants. C'est tout à fait exact. Mais on est mieux d'avoir... il faut chercher des points d'appui. Ça n'a rien à voir avec la déclaration de Yael Braun-Pivet, que j'ai trouvée scandaleuse à l'Assemblée nationale, quand elle a dit soutien inconditionnel à Israël. Non, ça c'est non. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de soutien inconditionnel à toute la politique de cet État. Mais par contre, c'est pas ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il avait son allocution, elle était écrite. Désolé, mais on n'a pas eu. Emmanuel Macron n'est pas le premier président de la République de l'histoire de la Ve République. Avant lui, et d'ailleurs, il a pris la parole avant-hier sur France Inter, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, je peux te dire que j'ai réécouté ce qu'il disait sur la guerre des États-Unis en Irak. C'était autrement plus puissant, c'était autrement plus ancré en fait. Mais c'est quand même important. Non mais attends, c'est-à-dire qu'il y a des responsables politiques qui sont capables d'un autre discours. Et le discours de Dominique de Villepin. Bon alors Villepin président, d'accord, Villepin président. Non mais c'est pas ça, c'est que on peut toujours chercher comment dégommer tous ceux qui sont. Dégommer, enfin, c'est pas. Dominique de Villepin, il est à droite. Non, je te parle de dégommer ceux qui sont c'est pas exceptionnel, c'est pas, ça a probablement pas l'ampleur, la profondeur de Dominique Villepin, ça c'est certain, mais c'était correct. Politiquement, c'était situé à un endroit correct. Et en ce moment, moi, vraiment, je préfère qu'on parte de là que de se dire que il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus aucun État du côté des Palestiniens, qu'ils sont totalement abandonnés de tout, c'est tout ça. Juste, le président de la République, en fait, aujourd'hui, vu la situation au Proche-Orient, il ne peut pas se permettre d'avoir un discours correct. En 2003, moi je sais pas, moi je me souviens du discours de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac. Je me souviens de leur discours. Je sais pas ce qu'ont dit les présidents d'autres États à travers le monde. Sûrement qu'il y en a qui ont fait des discours corrects. Mais voilà, puis ils ont fait correct, puis ils ont dit on va disparaître. Genre nous on va pas s'opposer de façon ferme au président des États-Unis d'Amérique.
Là, il faut s'opposer à qui de façon ferme, là? Là, il faut faire une proposition. Je dis pas s'opposer. Je dis, il faut faire une proposition et dire, donner les limites, en fait, de la possibilité d'intervention, par exemple, d'Israël. C'est ce qu'il a dit, là, hier. Il aurait fallu être, mais moi, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire c'est pas assez clair. Joe Biden aussi l'a dit, hein. Joe Biden, il a fait une allocution, il a aussi dit qu'il fallait respecter. Mais d'ailleurs, il vaut mieux Biden que Trump. Mais excuse-moi. Bien sûr. On aurait Trump au pouvoir et on aurait Marine Le Pen au pouvoir, pardon. Mais il y a pas, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que dans les moments qui sont des moments super durs, quand il y a des alliés, même s'ils n'ont pas exactement le même discours, même s'ils parlent pas exactement la même langue et s'ils n'ont pas exactement les mêmes intonations, c'est quand même mieux de les avoir, de les mettre avec soi plutôt que de les insulter. Il ne s'agit pas d'insulter. Non, je parle pas de toi. Oui, je vois très bien à qui tu fais référence. D'ailleurs, à qui au pluriel, hein, enfin plusieurs qui se lâchent dès qu'il s'agit de l'exécutif en ce moment. Ben oui, non, mais les opposants sont là pour s'opposer, sauf quand c'est pas l'heure de s'opposer. Et en ce moment, je veux dire, il faut tenir un combat. Et le combat, c'est le combat des Palestiniens, du droit des Palestiniens à avoir un État et du droit des Israéliens à vivre dans un État en sécurité. C'est évident que c'est ça le combat. Et donc, si tu dis pas les deux, ben, je m'excuse, non quoi. Alors, il y a aussi une grande partie du discours de l'allocution d'Emmanuel Macron qui a été consacrée à cette inquiétude de l'importation du conflit en France et notamment l'inquiétude qui est dans la communauté juive d'être agressée en fait et d'être l'objet de la haine de beaucoup de gens, d'une haine alors pour le coup chez les Arabes aussi, hein, Arabes qu'ils soient musulmans ou pas. T'as tout à fait raison et ça a été rappelé ça au détour d'une phrase par Emmanuel Macron aussi d'ailleurs où il a fait un petit lapsus, où il a failli confondre immigrés et musulmans. Je sais pas si t'as noté. Bref, son fiche a été noté sur les réseaux sociaux. Donc, ça, il a rappelé ça. Je sais pas trop, tu as quelque chose à en dire sur cette importation? Mais voilà, encore une fois, je trouve que c'est une position qui est une position juste. Et il a dit les deux. C'est-à-dire, il a dit et les Juifs et les Arabes ou musulmans. D'ailleurs, il a employé le mot musulmans. C'est peut-être ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait, dans le moment que l'on vit, tous les Arabes sont assimilés à des musulmans, voire à des immigrés, comme tu viens de le rappeler. Cette trait d'égalité n'a pas de sens. Mais moi, je pense que c'est une vraie inquiétude. Ils ont parfaitement raison. Et les uns et les autres, de voir monter les signes d'agression dans lesquels les Juifs de France sont identifiés à des soutiens du gouvernement israélien. Et donc, si ça se passe, et ça va probablement très mal se passer à partir de demain à Gaza, ils peuvent en porter tu vois, en subir les conséquences. Et les Arabes, musulmans ou non, être identifiés aux islamistes de Daesh, du Hamas, etc. Et là, franchement, je veux dire, le Hamas, ce qu'ils viennent de faire, les Palestiniens de Gaza vont le payer très très cher. Et ce que vient de faire ce mec de 20 ans qui a tué un professeur, je pense que ça va pas être très facile dans les jours qui viennent pour les Arabes musulmans de France. On ne sait pas du tout si c'est un lien ou pas. Hein. Pour l'instant, comme tu l'as dit, c'était à midi. Oui, c'était à midi, là, sauf qu'il a juste crié à la Akbar, donc on peut penser que quand même ça a un petit lien. Je veux dire, ça a un lien, probablement que c'est de la folie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais moi, je pense que la folie s'exprime dans les termes d'une époque. C'est-à-dire que autant on brûlait les femmes qu'on traitait de sorcières, on criait pas à la Akbar. Donc si tu veux, ça a à voir avec cette période. Donc quand tu es dans un délire, tu te mets à dire ça. Donc, mais ça veut dire aussi que c'est en ce moment cette folie-là qui peut s'exprimer, quoi, et qui a des conséquences sociales. Parce que évidemment, immédiatement, le petit Jordan Bardella. Voilà, il y en a marre, c'est un Tchétchène, c'est les islamistes, c'est un fichier, voilà, etc. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans une situation où tout fait ventre pour Marine Le Pen et le Front National, le Rassemblement National. C'est-à-dire que tous les événements prennent sens dans le discours qu'ils développent et alimentent leurs propos. Là, franchement, moi, je trouve la situation à tout point de vue
vraiment, vraiment inquiétante. Hein. Ça fait suer parce que j'ai l'impression que chaque semaine, on dit nos inquiétudes. Oh. Mais là, c'est particulièrement dur et en plus, avec en parallèle de ça, il y a quand même eu l'interdiction par Gérald Darmanin de toutes les manifestations en faveur du peuple palestinien, qui est quand même quelque chose de... Là, je savais même pas que c'était possible. Ça a été validé par un tribunal administratif parce qu'il y a eu un recours qui a été déposé par des associations et la menace de dissolution du NPA. Et la menace de dissolution du NPA. J'avoue que tout cela est... Mais tu vois, ça par exemple, ça je pense que c'est éminemment, on peut éminemment le reprocher à Emmanuel Macron. Parce que comment tu veux qu'il ait la moindre crédibilité à l'échelle internationale pour dire il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve une solution, etc. Si ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et je ne suis absolument pas d'accord avec la réaction du NPA, donc pour ceux qui n'ont pas suivi le NPA de Philippe Poutou, parce que dans le NPA il y a 2 NPA maintenant, donc celui qui est la branche Poutou, on dit qu'il soutenait la résistance des Palestiniens dans les modalités qu'ils choisissent. Donc, si c'est le Hamas, on y va, on les soutient. Donc, je suis tellement pas d'accord avec la position qu'a pris Philippe Poutou, mais ceci étant, en politique, je le pensais déjà du temps du Rassemblement national, en politique, on bat les gens sur les idées, on les interdit pas. Je trouve que la vidéo que tu as faite de Gérard Miller cette semaine et celle de Dominique Vidal, l'un et l'autre, font une réponse tout à fait éclairante et profonde contre le discours du NPA. Mais on n'interdit pas les partis politiques, on n'interdit pas les manifestations, évidemment dans les limites où ils appellent pas à tuer les juifs ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est ce qu'il leur est reproché, hein, de faire l'apologie du terrorisme. Je prends genre les termes de... Oui, d'accord. Enfin, non, mais je suis tout aussi ridicule que toi. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que du coup, tu n'as pas de poids pour représenter la France comme un possible médiateur à l'échelle internationale si ta première réaction c'est celle-là, quoi. C'est de dire on va interdire toute manifestation et que dès que tu rappelles les droits des Palestiniens et le niveau de leur oppression et leurs droits, tu es supposé être un soutien de Hamas, etc. Enfin, c'est pas possible, quoi. Là, on affaiblit profondément la France et sa possibilité d'agir. Et on essentialise en fait, et on fait des amalgames en fait dans tous les sens entre Hamas, liberté pour le peuple palestinien, donc tout ça effectivement est dramatique. Alors tout cela n'a pas manqué, et dégueulasse. Tout cela n'a pas manqué de créer des remous à gauche. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je suis toujours dans l'euphémisme. Et moi, je suis un peu excessive et toi, tu es toujours... Exactement. Surtout en ce moment, moi, je marche un peu sur des œufs. Donc, il y a eu... on va juste résumer, je vais résumer en 2 phrases ce qui s'est passé. C'est que la France Insoumise a publié un communiqué qui, en gros, ne disait pas que les actes perpétrés par le Hamas étaient des actes terroristes. Et donc, ensuite, il leur a été posé la question, mais vous considérez que c'est des actes terroristes, c'est une organisation terroriste? Ce à quoi Mathilde Panot, Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'est les 3 qui ont pris la parole, ont répondu, non, mais on ne dit pas que c'est des actes terroristes, on dit que ce sont des crimes de guerre. S'il y avait une différence absolument fondamentale qui devait être tenue dès les premiers instants, c'est-à-dire au moment où on était en train de découvrir les charniers, toutes les horreurs, les atrocités en fait qui avaient été faites par le Hamas, il fallait absolument dire que c'était des crimes de guerre et pas du terrorisme. D'un autre côté, d'autres personnes de la NUPES, mais même de la France Insoumise, Clémentine Autain, François Ruffin pour la France Insoumise, mais aussi les Verts, le Parti Socialiste et le Parti Communiste, eux ont tous dit, bah oui, si, c'est du terrorisme. Et donc du coup, évidemment, ça a encore clivé à l'intérieur de la NUPES, avec une nouvelle étape qui a été franchie, dans la mesure où ce week-end, le Parti Socialiste et le Parti Communiste vont se réunir en congrès. Conseil national. En Conseil national, pardon, pas congrès. En Conseil national.
pour réfléchir de leur appartenance à cette organisation de la NUPES avec la France Insoumise. Les Verts, de leur côté, Sandrine Rousseau, pour les Verts, a proposé qu'Europe Écologie suspende les travaux parlementaires tant que les chefs se seront pas rencontrés pour, je cite, crever l'abcès sur cette question-là, sachant que Sandrine Rousseau, elle a dit que c'était du terrorisme, hein. Elle est plutôt du côté, contre ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Emmanuel Bompard. Voilà où on en est aujourd'hui. Bon, ça fait un peu ça fait un peu querelle picrocolline, alors que genre les enjeux sont quand même autrement plus importants au Proche-Orient et en France quant à la position de la France. Mais c'est vrai que c'est ce qui va animer, à mon avis, une partie de la gauche ce week-end. Et d'ailleurs, moi je voudrais, j'entendrai là, après je te donne la parole, mais moi je trouve que c'est absolument ce qui se passe autour de cette question. Et moi je suis plutôt d'accord avec Clémentine Autain, François Ruffin et les autres. Hein. Mais absolument dramatique parce que ça nie la possibilité à la gauche de tenir un discours fort en fait sur la question, puisque à chaque fois qu'ils se retrouvent confrontés aux médias, sur quoi on les interroge? Sur la France Insoumise. Et d'ailleurs, par exemple, l'interview de François Ruffin, qui était assez intéressante dans Le Monde, sur quoi elle est titrée je prends mes distances avec où la France Insoumise ne prend pas assez la hauteur. Voilà, c'est comme ça qu'elle est titrée, c'est-à-dire que oui, alors que c'est pas le cœur de c'est pas le cœur. Le cœur, c'est quelle solution on trouve, la solution à deux États, etc. Et on devrait porter la paix. Mais non, on est coincé là-dedans. Et moi, je le vois sur les plateaux télé. En fait, ma parole était disqualifiée, alors même que je voulais parler de la dignité du peuple palestinien, de me positionner par rapport à ce qui est en train de se passer au Proche-Orient, etc. Ma parole était disqualifiée puisque d'emblée, parce que Jean-Luc Mélenchon avait dit, d'emblée, je devais appartenir à ce monde et donc je devais déjà passer tout mon temps de parole à essayer de me distancier en fait de ça. Ce qui est catastrophique, mais du coup, ce qui laisse le champ, comme j'ai dit tout à l'heure, à une partie de la droite, hein, pour le coup, et qui défend bien le peuple palestinien, comme Dominique de Villepin, comme Jean-Louis Bourlanges. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont la parole que la gauche devrait avoir sur le sujet, parce qu'on est en train de se chercher des poux pour une question, franchement, quand on voit c'est ce que j'ai expliqué on en parlait avec Catherine sur pourquoi est-ce qu'ils tiennent absolument à dire crime de guerre et pas terrorisme. Jean-Luc Mélenchon, il a dit oui, c'est parce que à l'ONU, c'est pas comme ça qu'il faut dire, etc. Ils viennent d'inventer cet argument il y a 2 jours, il y a un jour. Non. Bon. Vas-y, raconte-le parce que je le trouve tellement comique. Non, mais c'est vrai que c'est affligeant et moi je crois que. Non, mais il dit, je veux pas dire terrorisme parce que si on dit terroriste, alors il peut pas être devant la Cour pénale internationale ou je sais pas quoi. Ce qui n'a aucun sens. Ce qui n'a aucun sens parce qu'on demande pas à Jean-Luc Mélenchon d'être le représentant de la France à l'ONU, on lui demande de faire de la politique. Et quand il y a des actes de terreur qui ont été commis, il peut dire terrorisme, même si derrière, si jamais il est président de la République et que le représentant de la France à l'ONU, il dit pas terrorisme, il dit crime de guerre, on lui en voudra pas. Genre, c'est pas grave que lui, il ait dit terrorisme et que les autres, ils disent crime de guerre. Surtout, c'était évidemment pas ça qui l'animait quand ils ont fait leur réaction au départ. C'est que, au départ, ils ont, à mon avis, méjugé de ce qui était en train de se passer, et pas voir les conséquences que ça avait sur place, et les conséquences internationales, et les conséquences en France et dans la gauche. Ouais, ils ont fait une boulette de plus. Le problème de toutes les boulettes de l'AFI, c'est quand il y en a un qui a fait une boulette, ça devient une énorme boule, quoi, parce qu'il faut que tout le monde y aille et de maintenir le truc, et comme dit Mathilde Panot, on ne bouge pas d'un iota, etc. Enfin, c'est toujours la même histoire. C'est cette histoire de quand quelqu'un dit une connerie, on la maintient coûte que coûte, parce qu'en politique, on ne s'excuse jamais, on ne recule jamais, on ne baisse pas les yeux, etc. Bah oui, sauf que le problème, c'est qu'ils nous mettent dans le mur parce que ils sont la force la première et que donc c'est quand même de ce point de vue eux qu'on écoute. Enfin, je veux dire, ils représentent une part non négligeable de la gauche. Donc quand l'AFI dit de la merde, bah, c'est embêtant pour tout le monde parce que il y a Faure qui a fait un entretien à Libé qui dit il faut qu'on trouve un mode de fonctionnement plus démocratique. Alors, ça fait 1 an et demi, mon gars.
Non, mais surtout, oui, il y a ça, mais déjà, de toute façon, Mélenchon ne veut pas de ce mode de fonctionnement démocratique. Il n'en veut pas à l'intérieur de l'AFI, il n'en veut pas dans la NUPES. Donc, voilà, ça c'est posé, parce que il l'a très bien expliqué de nombreuses fois, qu'il pense que tout ça, ça ramène à des guerres pico-collines et de politique aigrie, et que lui, il veut pas de tout ça. Donc, un mouvement démocratique, ça sera sans lui. Donc, il l'a dit explicitement. Donc, c'est pas la peine de chercher à le revendiquer. Mais par ailleurs, là, c'est pas que un problème démocratique. Ce que je veux dire, c'est pas l'AFI, quand elle agit, d'une certaine manière, elle a une puissance qui fait qu'elle recouvre tout. Donc c'est pas un problème, c'est pas simplement parce qu'elle n'a pas concerté ses camarades avant de dire ces trucs. Je pense que ce serait bien de se concerter. Ça permettrait de moduler, de prendre en compte un peu les points de vue des autres, puis peut-être aussi d'intégrer dans ce que l'on fait que ça ne peut pas écraser tous les autres discours, parce que ça ne fait que crisper les gens qui... Alors là, Roussel a eu une lueur d'intelligence politique, après s'être fait traiter de Doriot par quelques éminents LFistes. Il a quand même dit que c'était absolument inacceptable de dire que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon étaient antisémites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, que c'est du confusionnisme de tout mélanger, et que soutenir le combat des Palestiniens ne peut pas être assimilé à de l'antisémitisme. Donc bon, c'était plutôt pas mal de la part de Roussel de l'avoir dit. Sachant l'histoire du Parti communiste et de la cause palestinienne, c'était oui, bien sûr. normal. Bien sûr, non, mais tout à fait, ça me paraît. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré les détestations et les rancœurs, sur cette ligne-là, ils se sont retrouvés pour dire le Parti communiste n'a pas eu les pudeurs de gazelle de l'AFI et a dit que c'était un attentat terroriste, que c'était pas un attentat, que c'était une action terroriste, et qu'il ne la soutenait pas, etc. Mais que ça ne justifiait pas de traiter d'antisémite l'AFI et Jean-Luc Mélenchon. Mais il veut quand même sortir de la NUPES. Oui, mais ça, d'abord, je pense que c'était... Oui, ça préexistait, on va dire que la question préexistait, et puis qu'en fait, on n'arrête pas d'alimenter la machine à faire exploser tout. Et là, c'est sûr que sur un sujet comme ça, qui quand même... il ferait bien quand même de réfléchir sur un sujet de cette importance, de ne pas... le fait qu'ils n'aient pas d'organisation de direction fait que c'est une éminente députée qui a écrit le dimanche matin en une demi-heure, le samedi matin en une demi-heure, le communiqué de l'AFI, et roule ma poule. Il nie que ça s'est fait comme ça, tout le monde était d'accord, tout le monde l'a fait. Peut-être qu'elle l'a mis sur la boucle et que personne n'a réagi, je ne sais pas, enfin je ne sais pas exactement dans le détail, mais en tout cas il n'y a pas eu il n'y a pas de collectif. Donc les bêtises, non, mais c'est même moi je trouve qu'il y a pas de direction dans ce bordel. Franchement, je veux dire c'est. Mais donc c'est à la fin de la NUPES. Là, lundi, c'est fini, on en parle plus. Ah non, moi je pense pas qu'on n'en parle plus, mais je pense que là on atteint un point de non-retour à mon avis. Mais je ne sais pas ce que feront le PS, les Verts et le PC. Est-ce qu'ils feront une alliance tous les trois sans l'AFI? Je ne sais pas. Je pense pas qu'ils soient mûrs pour ça. Mais en tout cas, ça ne va pas continuer tel que c'était jusqu'à présent, avec, je veux dire, l'AFI qui porte toute seule toute l'autorité de parler au nom de tous, quoi. Et pour cette question-là, la suite au prochain épisode. Pour le reste, on va continuer à regarder, à suivre ce qui se passe au Proche-Orient, en espérant que je sais même plus ce qu'il faut espérer. Comme je le disais tout à l'heure, l'ancien ministre de la Culture de l'autorité palestinienne, j'ai vraiment l'impression que, hélas, il n'espère plus rien. C'est-à-dire, et ce qui est très dangereux, en fait, comme situation, ce qui est absolument terrible comme situation. Mais lui, il est à Hébron, et il me disait, là, on a tout fait, c'est un monsieur qui a, je sais pas, plus de 70 ans. Et il me dit, moi, ça fait 70 ans, en fait, que je milite pour la paix, la reconnaissance de mon pays. J'aimerais bien que la communauté internationale, l'ONU, le machin. Voilà. Non, mais ça, c'est certain qu'ils ont mis la question à l'agenda international, mais que le niveau de solidarité internationale n'a pas progressé pour la cause palestinienne avec cette action. Et puis matériellement et concrètement, ils vont prendre plein la gueule, quoi.
Et bon, je pense qu'il faut quand même se poser la question. Par exemple, on a parlé cette semaine un peu de l'apartheid en Afrique du Sud. C'était aussi un régime épouvantable, fasciste épouvantable, qu'on a réussi à faire reculer par une réflexion de l'ANC sur la manière de conduire la lutte et l'organisation d'un soutien à l'échelle mondiale qui n'a pas été tout le temps facile. Hein. On se remémorait tous ensemble à regard que quand il y avait les matchs de rugby avec, comment s'appelle l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud, c'est pas les All Blacks, c'est les Red... non. Springboks. Les Springboks. Les joueurs français jouaient contre les Springboks alors que c'était une équipe totalement raciste, donc c'était pas une affaire. Alors moi je me remémorais rien du tout, hein, j'étais pas né, mais voilà. Mais le combat contre l'apartheid a été un combat mené et par Nelson Mandela, et par l'ANC, et par les militants dans le monde entier, et par les États, et par les gouvernements, etc. Je veux dire, ça a été un gros combat qui a duré longtemps et qui a réussi à fédérer beaucoup. Et là, le Hamas, on ne peut pas dire... Moi, je pense que c'est deux groupes fachos qui ont décidé de s'exploser entre le Hamas et le gouvernement de Netanyahou. C'est pas étonnant que ça pète maintenant, quoi. C'est-à-dire que tu as cette exacerbation de deux groupes qui ont décidé la destruction l'un de l'autre, et c'est pas sûr que ce soit une bonne idée, quoi. Eh bien... Tu vois, c'est moi qui euphémise. Ouais, c'est toi qui euphémise, là. Eh bien, à la semaine prochaine. À plus tard.